Bonsoir très chers compatriotes, je suis Willy Lokassa. Il est exactement 20 heures juste. Nous sommes le vendredi 30 mai 2025. Je suis Willy Lokassa à partir de Zurich. Alors, je vais très rapidement faire quelque chose là. Après, on attaque. Je regarde. Je vérifie le son. Voilà. Je vois que tout va très bien. Voilà. Tout va très bien. Ok. Tout va très bien. Alors, mes amis, bonsoir à vous. Nous voici encore aujourd'hui, ce soir, du vendredi, c'est le week-end, début de week-end qui commence là, donc nous voici ce soir encore pour aborder un sujet récurrent, un sujet, une question qui revient de façon cyclique dans le débat congolais depuis l'arrivée de Joseph Kabila à la tête de l'État. Hein? Donc voilà pourquoi j'ai titré « Qui est réellement Joseph Kabila ?» C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui, « Qui est réellement Joseph Kabila ?» Pourquoi j'ai choisi de titrer l'émission d'aujourd'hui comme ça? C'est tout simplement en rapport avec l'actualité. Joan Victor, bonjour ou bonsoir. C'est en rapport à l'actualité, c'est-à-dire, comme je viens de vous dire, que c'est une question qui revient de façon cyclique, régulièrement, hein, souvent depuis aujourd'hui, je dirais, combien 18 plus 6, là donc presque 25 ans. Presque 25 ans depuis que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Pourquoi cette question revient? Parce que nous n'avons toujours pas eu des éclaircissements, c'est-à-dire l'intéressé lui-même, Joseph Kabila, ne nous a pas suffisamment informés, éclairés là-dessus sur ses origines. Voilà pourquoi ça laisse place aux spéculations. Toutes les théories farfelues, tout ça, possibles et imaginables, ont été évoquées. Et vous savez toujours, lorsque, dans pareilles circonstances, lorsque le doute y a, ça laisse place ici aux spéculations, ça laisse place ici, comment dirais-je, aux mensonges, certains diront le mensonge, aux manipulations également des politiciens. Parce que jusqu'à présent, Joseph Kabila lui-même ne nous a jamais parlé ouvertement de ses origines. Qui est-il? Est-il réellement le fils de Laurent Désiré Kabila? Non, il n'a jamais parlé. Est-il réellement congolais? Bon, d'aucuns diront qu'il était le président de ce pays. Oui, mais au vu de réalités actuelles, de faits posés par le désormais, comme je l'appelle, les désormais sénateurs à vie, Joseph Kabila, il y a lieu ici de se poser des questions. Il y a lieu de se poser des questions, il y a lieu de s'interroger.
sur ses origines. Ça ne peut pas être un mystère. Donc pas du tout. Pourquoi est-ce que les origines de celui qui se dit congolais doivent ici être un mystère? Non, je pense que... bon, tout ça, c'est également... Je pense que les institutions ont failli. Si nous avions des institutions fortes, on aurait dû ici imposer au président, l'ancien président Kabila, d'éclaircir ici l'opinion sur ses origines. Mais ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, hélas, ben, ça laisse place aux spéculations, comme je dis, aux mensonges et aux manipulations de toutes sortes. Mais, officiellement, on nous a présenté Joseph Kabila comme étant le fils, depuis son arrivée au pouvoir. On nous a présenté Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent Désiré Kabila. Bonsoir, Joao. Papa Willy Lokassa, nous sommes connectés et de cœur avec vous. Merci beaucoup. Joseph Kabila a été présenté auprès de Congolais comme le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et il s'appellerait André Nabebof. Bonjour, bonsoir. Il s'appellerait Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa. Et il serait jumeau ici avec sa sœur jumelle Jeannette. Et Joseph Kabila serait né le 4 juin 1971 pour le français, c'est-à-dire 71 à Eoabora 2, dans le territoire des Fizi, c'est-à-dire dans la province du Sud Kivu. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila a 54 ans. Joseph Kabila est marié à Madame Olive Lembedisita, qui est née le 29 juillet 1976, c'est-à-dire 1976, ici à Kailo, dans la province du Maniema. Donc, Madame, l'épouse du désormais président ici, du désormais sénateur à vie, M. Kabila, son épouse a 49 ans. Le couple a 2 enfants. Sifa Kabila et Laurent Désiré Kabila Junior. Ça, c'est la fiche officielle telle présentée. Mais si nous regardons des faits parce que souvent, le fait parle. Charles Diakese, bonsoir. Souvent, ce sont les faits qui parlent le plus ce qu'on nous a présenté. Nous constatons que depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, la question que beaucoup d'entre nous se sont posées, c'était à qui a profité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On constate que les crimes où la mort, le décès de Laurent Désiré Kabila a profité à Joseph Kabila, parce que c'est lui qui a remplacé son père ici à la tête du pays. Mais quelque chose de très bizarre, nous avons constaté que Kabila s'éloignait de tout le proche, de tous ceux qui ont travaillé, c'est-à-dire de tous les amis proches politiques, amis politiques et consorts de son père ici. Donc, il s'est éloigné d'eux et il n'a jamais ici évoqué l'héritage du père. Même dans son dernier discours, nulle part ailleurs, il a évoqué ici l'héritage du père ici, alors que le père avait fait quand même 3 ans au pouvoir. Il a fait quand même des choses, je dirais ici, qui n'étaient pas toujours ici à déplorer ici. Donc, bonsoir GFT Kabasele. Donc, je pense que Joseph Kabila, en tant que fils de son père, il aurait quand même ici s'attaché à l'héritage paternel ici, mais ce qui n'a jamais été fait. Et en plus, nous avons constaté et remarqué également que Joseph Kabila n'a jamais évoqué ici, poursuivi, pour le dire comme ça, ceux qui ont été ici accusés comme étant le responsable et commanditaire de l'assassinat de son père. Au contraire, il s'est approché
de Rwanda, qui a toujours été accusé ici dès le départ d'être à l'origine ici de la mort des Kabila. Il s'est approché du Rwanda, il s'est éloigné des amis de son père. Et si nous remarquons également que la fiche que je vous ai lue ici, officielle, de Joseph Kabila, comme étant fils de Laurent Désiré Kabila et de Mama Sifa et consort, et qu'il serait jumeau ici avec Jeannette Kabila, il serait né à Eoabora en 1971, côté des Fizi là-bas, au sud Kivu, et que tout ça, mais on remarque qu'on se pose également la question, où a-t-il commencé l'apprentissage des armes ici? On remarque que Kabila, Joseph, lorsque ici le Front patriotique rwandais, à l'époque, qui ici combattait aux côtés de Museveni, le NERA, hein, National Army Force de Résistance à Museveni, des Tutsi Boys, qui étaient ici des enfants choyés par Museveni avec Fred Rugema, qui ont aidé Museveni à prendre le pouvoir du côté de l'Ouganda. Après, Museveni a décidé de lui renvoyer l'ascenseur ici, de leur donner la possibilité maintenant de combattre et de regagner le Rwanda parce qu'ils étaient des réfugiés en Ouganda. Et partout dans le monde, en Afrique et ailleurs, le parent, tout ce qui était informé de la nouvelle, qui ont appris la nouvelle de cette possible guerre qui commençait à se préparer du côté des réfugiés rwandais qui vivaient en Ouganda. Et ils ont lancé partout ici, le Front patriotique, Paul Kagame et ses relais, tous ont lancé des appels partout pour demander à ce que deux familles, toutes à travers le monde, puissent envoyer leurs enfants pour venir ici seconder cette armée en formation. Hein, cette armée qui s'est créée déjà. Et c'est ainsi qu'il y a eu des enfants Tutsis qui étaient au Congo, dans des pays limitrophes, Congo, Bujumbura, Tanzanie, partout, même en Europe, hein, qui ont très rapidement eu l'information et leurs parents leur ont motivés pour aller rejoindre l'armée. Et ils sont allés se former au maniement des armes ici. Kabila, c'est comme ça que Kabila est atterri dans cette mosaïque-là, dans ce qui sera par la suite ici l'armée l'armée patriotique rwandaise. Maintenant la question, comme avait posé ici l'aîné ici, Alain Atundu Liyongo, était-il ici congolais ou était rwandais? Nous savons très bien que ce n'était que des Rwandais qui étaient enrôlés dans cette armée. Tous ceux qui n'étaient pas rwandais ici étaient massacrés. Hein? Tous ceux qui n'étaient pas rwandais, lorsqu'on apprenait que vous n'étiez pas suffisamment, à leurs yeux, rwandais, Tutsi, je vais dire surtout Tutsi, ils étaient massacrés là-bas. Et cette armée a également éliminé toute l'intelligence ici. Ceux qui sont allés là-bas, alors qu'ils avaient des diplômes, qu'ils avaient suffisamment ici de formation, croyant que voilà, ils seront acceptés, peut-être non, ils étaient massacrés, tout ça parce que Kagame n'a jamais fait confiance, il ne faisait pas confiance ici aux gens qui ont étudié ici. Ils étaient massacrés. Étant lui membre du service, il a été ici formé comme étant un agent des services de renseignement. Nous le savons. Comment est-ce que Fred Rugema, qui sera par la suite tué le premier jour de l'attaque, dans des circonstances encore non élucidées aujourd'hui, c'est Fred Rugema qui l'a mis le pied à l'étrier ici, parce que Paul Kagame n'était pas physiquement très fort ici pour, comment dirais-je, mener de main de maître, c'est-à-dire trouver la force physique qui demandait ici la rébellion.
c'est-à-dire dans des forêts ici ougandaises et tout ça, des conditions de vie étaient très difficiles. Et ajouté à cela, il avait des très sérieux problèmes des yeux ici. Il portait des lunettes, il avait des problèmes des yeux. Il voyait pas bien. Et Fred Rouguem a dû plaider sa cause ici auprès du président Museveni pour qu'il soit intégré dans le service de renseignement. Là, au moins là-bas, il n'avait pas comment dirais-je, à mener ici, à déployer sa force physique là-bas. Par contre, dans le renseignement, hein, c'était quand même bien. C'est comme ça que Paul Kagame est devenu un maître de renseignement. Donc nous apprenons très bien, nous comprenons déjà, premier fait, c'est que Kabila a pris les armes au sein de l'armée rwandaise, hein, l'armée patriotique rwandaise. La question maintenant, il le faisait en tant que Congolais ou en tant que Rwandais? Donc sans aucun doute ici, la réponse est qu'il était Rwandais. Parce que comme je vous ai expliqué ici, j'ai beaucoup d'ouvrages ici où on a expliqué, il y a même un livre que j'apprécie personnellement. Si vous lisez cet ouvrage de Gaspard Moussa Biamana, c'est-à-dire Rwanda, le triomphe de la criminalité politique, là-dedans vous allez apprendre que Kagame ne badinait pas avec le recrutement ici. Kagame ne badinait pas avec l'ordre, c'est-à-dire il massacrait même des gens, des Tutsis, des jeunes Tutsis qui n'arrivaient plus à suivre, c'est-à-dire qui manifestaient de faiblesse ici après des jours et des jours de campagnes difficiles dans la forêt, tout ça. Il donnait l'ordre de les exécuter parce qu'il n'y avait pas, il disait, nous n'avons pas des prisons pour vous mettre. Nous avançons, il n'y a pas de prison ici. Donc, moindre faille, on vous élimine. Moindre pépin, on vous élimine. Vous êtes faible, on vous liquide, tout ça. Et on constate que Kabila a été rwandais. Déjà, d'entrée de jeu, sans aucun doute, parce qu'il n'y avait que des Rwandais qui étaient dans cette armée, qui étaient formés dans cette armée-là. Bon, d'aucuns disent qu'il était le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Ça s'explique, ça se comprend. C'est-à-dire que Laurent Désiré Kabila, qui vivait en Tanzanie avec ses enfants, tout ça, certainement avec Joseph Kabila, hein, et lui, lorsqu'il a appris la nouvelle, alors qu'il était un jeune en Tanzanie, la nouvelle de Tutsi, maintenant, qui recrutait partout dans le monde pour aller combattre maintenant l'armée d'Abiyarimana, je crois qu'il a rejoint le maquis ici sans informer son père. Il est parti et là, il a appris maintenant les armes. Je vous ai parlé du rejet de l'héritage du père ici. Nulle part ailleurs, vous remarquerez que Kabila fait allusion ici à l'héritage paternel de son soi-disant père ici. Rejet total ou bien oubli. Donc on n'en parle pas, ça n'a jamais existé. Les 3 années que Laurent Désiré Kabila a fait au pouvoir, pour Kabila fils, ça n'a jamais existé. Donc, sur qu'il est, il n'y a rien à voir. Et si vous regardez également ses faits, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir dans notre pays, premier acte posé, c'était l'élimination ici du chef de l'AFDLR là. Hein, le chef de l'AFDLR, il lui a quasiment offert ici sur un plateau à Kagame. Or, nous avons appris, moi je viens d'apprendre très récemment ici, qu'il y a une histoire également entre Kabila et les FDLR. C'est-à-dire Kabila Joseph. À l'époque où Mouzé, Laurent Désiré Kabila, faisait appel ici au FDLR pour combattre ensemble le Rwanda, hein, le FDLR qui était devenu ici des alliés conjoncturels pour Mouzé, Laurent Désiré Kabila, c'est tout à fait normal, hein. Ils avaient le même ennemi qui était Paul Kagame, et ils ont perdu le pouvoir là-bas. Ils ont fait les génocides au Rwanda, et ils étaient maintenant dans les forêts congolaises. Mouzé les utilisait également. Kabila était tombé ici en embuscade, ici. Il a failli laisser sa peau, il a failli être tué.
Mais je viens d'apprendre récemment ici que s'il a eu la vie sauve, c'était parce que les FDLR l'ont sauvé. Mais aussitôt que cet homme a pris le pouvoir ici, il s'est acharné ici à massacrer les FDLR, à livrer d'abord son chef ici, et à massacrer sans pitié les FDLR ici. C'est quand même compliqué. Et on voit très bien l'affaiblissement de l'armée. Depuis son arrivée au pouvoir, il n'a jamais fait pour créer une armée forte. 30 ans, c'est-à-dire Kabila, son travail était ici de fragiliser l'armée. Jamais nous avons vu se mettre en place, comme on le voit aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, motiver l'armée, donner des moyens, acheter des armes ici sophistiquées, former des jeunes, tout ça. Il n'a jamais existé, tout ça. Je viens de suivre aujourd'hui le général Lebakol Tembosoa, qui s'y assit à bonsoir également. Donc, je viens de suivre le général Sylvain Ekenge, qui a dit que désormais, le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de tout mettre en place ici pour que nous puissions avoir une armée digne de ce nom, comme à l'époque du maréchal Mobutu. C'est-à-dire l'armée qui faisait peur à l'Afrique et à tout le monde ici. Mais vous remarquez ici que depuis que Kabila est arrivé, son travail était d'anéantir cette armée, de tout faire pour que nous ne puissions pas avoir une armée forte et des services de renseignement capables de nous protéger ici. La seule chose que lui faisait, c'était d'avoir une garde pléthorienne ici, une garde, pour sa propre sécurité, et par contre, une armée forte pour faire face ici au Rwanda, ou bien aux assauts des ennemis, c'était pas ici son dada, c'était pas ici sa préoccupation. Et nous arrivons maintenant à son dernier acte, c'est-à-dire sa dernière sortie, où déjà il était à Goma, mais il a nié cela. Son dernier discours où il nous dit ouvertement qu'il va rejoindre maintenant Goma, et 2 jours après, on le voit à Goma. Et le lendemain, il commence des consultations, il consulte ici et là, il dit qu'il est allé pour la paix. Mais moi j'ai dit que oui, s'il est allé pour la paix, il devait avoir ici, obtenir ici, de la part du gouvernement, de la part de Kinshasa, l'autorisation de s'y rendre. Parce qu'il est quand même ici un ancien chef de l'État, sénateur à vie ici, à ses titres. Donc avant d'entreprendre quoi que ce soit, il doit ici tout faire pour avoir l'autorisation de gouvernement, c'est-à-dire des autorités à Kinshasa. Mais vous le savez que 2 jours avant, quelques jours avant, ses immunités ont été levées ici et il est maintenant exposé à des poursuites judiciaires. Kabila, je pense que, à propos de cela, pour montrer son mécontentement, il rejoint ouvertement la zone maintenant contrôlée par l'armée rwandaise et le rebelle de l'AFC M23 qui ont massacré plus de 10 000 Congolais dans la prise de Goma et de Bukavu. 10 000 Congolais ont été massacrés ici et ça continue jusqu'aujourd'hui. L'armée rwandaise continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire de ratisser toutes les maisons à Goma et à Bukavu pour aller dénicher, chercher des jeunes gens et éventuellement pour le renvoyer à une formation militaire hypothétique ici. Donc Kabila se retrouve maintenant à Goma. Moi j'ai dit, il nargue maintenant les autorités. La dernière émission, j'avais dit que non seulement c'est une ici haute trahison, c'est un acte de haute trahison, mais il doit payer, il doit tirer ici les conséquences. Il doit payer ici son acte. Parce que Kabila, même s'il a des millions, qu'il a milliards, comme on dit, qu'il a détourné et qu'il a amassé durant ses 18 années au pouvoir, Kabila ne peut pas faire face aux institutions de notre pays. Personne ne peut faire face aux institutions de notre pays. Je vais vous donner des exemples. Parce que ce qu'il vient de faire,
ça s'est produit. Et il n'y a pas deux façons de résoudre cela. Les autres ont connu cela, mais ils ont résolu cela d'une seule façon, c'est-à-dire militairement. Voilà pourquoi j'ai demandé au président Félix Tshisekedi ici de bombarder. Certes, nous allons perdre ici les compatriotes, mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Kabila nous a nargués ici, alors il faut les déloger là-bas. Si on n'arrive pas à les déloger, alors il faut l'attraper mort ou vif, c'est-à-dire mort ou vivant, et qu'il soit ici traduit en justice. Je vous parle du cas de l'Angola. Nous sommes ici le 31 mai 1991, c'est-à-dire 1991 pour le français, 1991 pour le belge, le 31 mai, le président José Eduardo dos Santos signe un accord de paix avec M. Jonas Maïlé Savimbi, le chef de l'UNITA, le chef rebelle de l'UNITA, pour mettre fin à plusieurs années de guerre civile qui, hélas ici, a provoqué des milliers de morts en Angola. Nous sommes en 1991. Et les élections ont été prévues, c'est-à-dire à l'issue de cette signature de paix entre les deux belligérants, le président dos Santos et Savimbi ici, on prévoit d'organiser les élections, de créer des institutions démocratiques ici, des institutions post-conflit ici, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les institutions que vous connaissez là. Et les élections ont été prévues ici et organisées le 30 septembre 1992, septembre 1992, à l'issue dequel le MPLA gagne haut la main le scrutin, l'élection. Mais aussitôt contesté par Savimbi ici de l'UNITA. Savimbi conteste les résultats. Il dit qu'il y a eu fraude électorale. Le MPLA a fraudé massivement. Et lui, il ne reconnaît pas le résultat de cette élection, de ces scrutins. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Le MPLA organise ici une opération de tuer Savimbi à Luanda, n'est-ce pas? Tuer Savimbi à Luanda. Et Savimbi, de par ses renseignements, réussit à obtenir l'information et à se déguiser en femme, ici, en femme, pour quitter Luanda, qui était ici quadrillé par les forces de MPLA. Il a réussi à quitter Luanda, et Savimbi, en quittant Luanda, il se replie maintenant à la deuxième ville de l'Angola, qui est Huambo, ici. Suivez-moi très bien. Savimbi se replie à Huambo, qui est la deuxième ville de l'Angola. Et déclenche aussitôt, la guerre commence. Parce que lorsque on a tenté ici d'arrêter Savimbi, de le tuer à Luanda, il y a eu une guerre déjà où MPLA a distribué des armes ici aux jeunes de son parti ici, et on a tué beaucoup de gens. Ici, mais Savimbi a réussi à s'échapper miraculeusement et il s'est replié à Huambo. Et aussitôt, il a déclenché ici avec ses hommes ici de l'UNITA, ils ont déclenché la guerre ici. Huambo est devenu ici le centre névralgique des opérations de Savimbi parce qu'il était déjà à Huambo. Et d'autres villes également, Savimbi contrôlait également d'autres villes de la province du Nord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement de Luanda et de MPLA a décidé ici de déloger Savimbi à Huambo. Donc, le MPLA, avec Dos Santos comme président, ils ont dit non, il ne peut pas rester là-bas. Et ils ont commencé à bombarder sans arrêt la ville de Huambo. Pendant, je sais moi, 2 ou 3 mois, la ville de Huambo a été rasée, complètement détruite. C'est-à-dire bombardement sans arrêt pour déloger ici Savimbi. Mais alors que Savimbi bénéficiait, n'est-ce pas, avant de signer, parce que
la guerre s'est poursuivie, cette généralisation de la guerre maintenant, alors qu'on venait d'organiser des élections, de signer l'accord, hein, la paix ici, mais après les élections, Savimbi a contesté le résultat et on a tenté de le tuer à Luanda. Il a réussi à s'échapper et aussitôt, à Wambo, il déclenche les hostilités, la guerre recommence. On est reparti encore, patatras, hein, pour des années de guerre ici. Mais quelques jours avant la signature du protocole de Lusaka, nous sommes en novembre 1994, Savimbi perd la ville de Wambo et les capitales des provinces du Nord. Pourquoi? Parce que le gouvernement angolais n'a pas arrêté de bombarder. C'est-à-dire la guerre était maintenant a repris. Le gouvernement a mis tous les moyens pour déloger Savimbi de Wambo. C'est ce que je demande toujours depuis 2-3 jours ici. Je demande au gouvernement de résoudre ces problèmes militairement. De raser, s'il faut raser, bombarder sans arrêt la ville de Goma pour que Kabila soit tué ou soit arrêté vivant et qu'il soit extradé à Kinshasa et pour qu'il soit traduit en justice et condamné ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, ici? Savimbi bénéficiait. C'est pareil, hein? Donc il n'y a pas de différence. Hein? Joseph Kabila a été le sénateur à vie. Il bénéficiait à ce titre de tous les avantages inhérents ici. Les sénateurs à vie, il avait un salaire, comment dirais-je, conséquent ici. Les avantages et tout ça que la Constitution a prévu. C'était pareil avec Savimbi. Savimbi avait un statut spécial de chef de l'opposition avec d'importants droits et privilèges qui en faisait un des principaux personnages de l'État. Mais après la reprise du conflit à grande échelle, le Parlement a voté en octobre 1998 l'abolition de ce statut. Donc Savimbi, fin janvier 1999 ici, le gouvernement lui déclare officiellement la guerre et en juillet de la même année, c'est-à-dire en 1999, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui pour crime de rébellion armée, sabotage, trafic et utilisation d'engins de guerre interdits et tueries. Donc nous sommes dans le même cas avec Joseph Kabila ici. Certes, le Sénat vient déjà de lever ses immunités qui ouvrent ici la voie aux poursuites judiciaires et à cela, conséquence, il va perdre également ici tous ses droits d'ancien sénateur à vie ici, il va le perdre ici. Ça, et la guerre avait continué jusqu'à ce qu'ils ont signé des accords ici. Savimbi a perdu la ville de Wambo, il a perdu la ville du nord de l'Angola, il a perdu toutes ses immunités, tous les avantages qu'il bénéficiait ici. Et ajouté à cela, le gouvernement lui a déclaré officiellement la guerre également, c'est-à-dire lui a déclaré officiellement la guerre et a fait comment une ouverture d'un mandat d'arrêt qui a été lancé. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2001, la géopolitique étant ce qu'elle a toujours été, Savimbi a été ici proposé comme moyen d'échange entre la tête de Savimbi a été mise ici à prix entre Laurent Désiré Kabila et lui. Nous connaissons la suite. C'est-à-dire ici, les Angolais qui gardaient militairement Laurent Désiré Kabila ont été approchés par les Américains dans un deal où les Américains leur ont proposé ici, nous vous donnons la tête ici de Savimbi, donnez-nous la tête de Laurent Désiré Kabila. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Angolais en avaient également ras-le-bol avec de multiples ici désillusions ou bien des changements au sein de Kabila là-bas qui ne respectaient pas ses engagements. Et De Santos en avait également ras-le-bol et a offert ici Kagame et Kabila ici, et nous connaissons la suite. Deuxième exemple, je suis en train de vous montrer ici que ce n'est pas un cas nouveau ce qui est arrivé là.
Hein, Kabila, il s'est présenté à Goma du côté de la rébellion, alors qu'il nous montre ici que lui nous a dit pendant 18 ans qu'il a combattu cette rébellion. C'est une preuve ici que Kabila n'a jamais combattu la rébellion. Et c'est une preuve surtout qu'il entre à Goma à partir de Kigali. C'est la preuve ici qu'ils sont ensemble, entre Kabila et Kagame, hein, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc, toutes ces années, ce n'était que de la mascarade ici, ce n'était que du cinéma. Hein, ce qu'ils faisaient là, donc c'était, ils se répartissaient de rôles, ils décidaient ici quand est-ce qu'ils vont, ils vont commencer une guerre et quand est-ce qu'ils vont mettre fin, moyennant tous les avantages hein, que Kabila devait céder au Rwanda ici. Et aujourd'hui, nous voyons très bien que c'était leur jeu, mais un jeu qui a coûté des millions de morts congolais, un jeu qui nous a fragilisés au point qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas, donc Félix Tshisekedi est en train de remonter, de former encore cette armée, de donner des moyens à cette armée, la prise même des Goma et des Buka, vous avez vu, nos généraux n'ont pas combattu parce qu'ils étaient ici, ils travaillaient ici pour Kabila, ils ont été des taupes qui au service de Kabila. Je prends un deuxième exemple, c'est la guerre de Biafra. Mes amis, la guerre de Biafra était une guerre civile menée entre le gouvernement du Nigeria et la République du Biafra, hein, un État sécessionniste qui avait déclaré son indépendance. Nous sommes ici au Nigeria en 1967. Le général président nigérien qui était à la tête du Nigeria à cette époque, le général Yakubu Gowon, hein, a décidé ici, vous comprenez, a décidé, a ordonné l'encerclement et le blocus de la province de Biafra, cette province de Biafra riche en pétrole ici, que le français, toujours le français, hein, que le français ici, instrumentalisé ici, l'ancien président Bongo, à partir du président Bongo, il faisait introduire des armes pour ici fournir des armes ici à le chef rebelle, le chef de la province du Biafra à l'époque là, qui était ici le lieutenant-colonel Odumegu Ojukwu. Hein? Les armes entraient à partir du Gabon hein, pour aller du côté du Biafra là-bas. Mais le général Yakubu Gowon a décidé ici d'encercler et de bloquer la ville-province du Biafra. Ce qui a occasionné, mes chers amis, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ça, c'est une page de l'histoire de l'Afrique vraiment triste, hein, de millions, des milliers, si pas, des Nigérians qui sont morts ici de famine. Et j'espère que vous vous rappelez des Kouchner ici, hein, Bernard Kouchner, avec son droit d'ingérence, qui ici transportait ici de vivres pour aller le français. C'est eux qui soutenaient ici Ojukwu, c'est eux toujours, c'était des pompiers pyromanes ici, c'est-à-dire ils sont venus maintenant comme de pompiers ici, en fournissant ici la nourriture et puis ils larguaient la nourriture et on a vu, c'est comme ça que le public, le monde a découvert ici le médecin, à l'époque il était encore médecin ici, Kouchner ici, et c'est lui qui nous a sorti, qui nous a parlé pour la première fois des droits d'ingérence ici. C'est-à-dire, la France devait ici faire droit d'ingérence parce qu'il ne peut pas, un peuple en danger, parce que les autorités de Nigeria ont décidé ici d'affamer ici la population de Biafra. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hein, Ojukwu a perdu la guerre et par la suite, il a quitté le Nigeria. Il s'est replié à Londres, et où il est décédé par la suite à Londres. Donc, vous comprenez qu'il faut que les autorités à Kinshasa se réfèrent à un de ces exemples-là. C'est dès que comme ça, c'est parce que en ce moment-là, Kabila est en train de faire quoi? Il est en train de consulter, nous l'avons vu, il a consulté ici des religieux, soi-disant, de l'Est et là-bas. Il continue, nous avons, donc, et qu'est-ce qui va se passer maintenant?
il y aura un gouvernement parallèle. C'est ce qui risque de se passer, avec des institutions parallèles, où Kabila serait ici le président de cette partie du territoire, mais ça serait ici proclamé directement ici la balkanisation du pays. Or, c'est ce que nous devons empêcher ici. Donc, pour moi, j'incite ici, je n'implore au gouvernement, au président de la République, comme j'ai appris ici que il compte toujours résoudre le problème de Goma et de Bukavu militairement, mais il ne faut pas laisser suffisamment de temps à Kabila pour qu'il puisse s'organiser ici. Il faut faire comme le Dos Santos avait fait en Angola avec UNITA, et faire également comme le général Yakubu Gowon avait fait au Nigeria avec, dans la guerre de Biafra ici. Dernier exemple, mes amis, dernier exemple pour vous dire que le Congo ne vit pas dans un monde ici, dans une île déserte. Hein, donc nous devons nous référer également à des exemples que nous connaissons, qui se sont déroulés, tout ça. C'est le cas de Kidal au Mali. Kidal, qui était une ville ici, occupée par des rebelles. Hein, des rebelles, des Lazawef, tout ça, qui ont occupé Kidal et coupé carrément Kidal par toujours les Français. Toujours quoi. Les Français qui ici jouaient double jeu ici, ils montraient au gouvernement comme s'ils neutralisaient le rebelle, mais en sous-main, Hollande, à l'époque c'était Hollande qui était le président en France là-bas, il faisait tout ici pour faire en sorte que le rebelle puisse s'emparer de Kidal. C'est ce qui fut fait. Kidal tombe sous l'escarcelle ici de la rébellion de rebelles ici. C'est en ce moment-là, l'actuel président du Mali, hein, l'actuel président du Mali était le commandant qui était à Kidal. Lui et ses amis voyaient tout ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'en découdre avec le président malien qui est déjà décédé ici. Comment il s'appelait encore ici? Boubacar Keïta. Hein? ABB, je crois, on l'appelait, ou bien Boubacar Keïta. Voilà. Ils ont décidé comme ça, ils ont compris en fait, ils ont compris le stratagème ici des Français qui jouaient double jeu. Ils ont décidé, lui, hein, Assimi Goïta, l'actuel président malien, avec un groupe de ses amis, hein, de renverser la situation, de prendre le pouvoir et de mener ici une fronde contre la France. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et aujourd'hui, après plusieurs années, plusieurs mois et enfin, quelques années de combat ici, Kidal fut ici libéré et Kidal aujourd'hui est entre les mains. Hein, et évidemment, grâce également ici, à la Russie ici, c'était avec Prigogine qui est décédé ici, à l'époque avec le mouvement des Prigogine, ça s'appelait encore quoi ici, parce qu'ils ont changé les noms à la mort des Prigogine ici, c'est-à-dire la Russie a apporté son soutien au général ici, au colonel Assimi Goïta, et Kidal aujourd'hui est libéré. Kidal, pardon, n'était pas libéré par des paroles ou par des décrets, tout ça. Ils ont mené la guerre ici aux rebelles de Kidal ici. C'est ce que je demande ici à l'armée, au président de la République, de déclencher une guerre ici, de bombarder sans arrêt Goma, hein, peu importe aujourd'hui, certes, hein, le général Gowon, Yakubu Gowon, qui a encerclé, a instauré un blocus ici au Nigeria, ça a causé beaucoup de morts, ce sont des morts que je regrette ici, paix à leurs âmes. Mais aujourd'hui, le Nigeria, je dirais, la situation, le problème de cette province est résolu, même si il y a eu encore, on a tenté encore de soutenir ici, bien d'ouvrir encore ces dossiers, parce que c'est quand même une province riche en pétrole ici, hein, mais les autorités du Nigeria arrivent toujours militairement, par la force, d'imposer l'autorité de l'armée et des institutions partout sur l'étendue du territoire. Si le président Tshisekedi laisse passer
laisse le temps à Kabila, il aura suffisamment la possibilité de s'organiser ici. Ça deviendra très difficile pour l'armée et le Wazalendo de déloger Kabila. Parce que les Wazalendo sont déterminés. Oui, Valentin Mondanga, oui, il y a eu beaucoup de morts, mais c'était le prix à payer. Parce que, imaginez-vous, s'ils n'avaient pas fait cela, c'est-à-dire la ville Biafra, pardon, la province de Biafra sera aujourd'hui contrôlée ici par le Français qui allait profiter de pétrole de Biafra. Et ils ne voulaient pas cela. Ils ont dit, nous allons mener cette guerre, quitte à perdre beaucoup de nos compatriotes, mais pas laisser cette province aux mains de Français ici, le Français qui manipulait ici au Djougou. Le Français qui manipulait ici au Djougou. Parce que mes amis, nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. Ce que Kagame fait aujourd'hui, ça s'est fait par le passé. Demain, il y aura encore d'autres personnes qui vont le faire. Mais il faut toujours se référer de la façon dont les autres ont résolu ce problème-là. Donc le président de la République ne va pas ici inventer la solution au problème de Goma et de Bukavu. Voilà pourquoi je demande, je vérifie les garanties, voilà pourquoi moi je demande ici ouvertement au président de la République d'envoyer l'armée là-bas, de bombarder avec des drones sans arrêt tous les jours la ville de Goma, la résidence, parce que nous le savons que Kabila ne dort pas à Goma, il n'est pas si bête, parce qu'il sait très bien que Goma, le force de l'AFC et des Rwandais ne contrôle pas tout Goma. Il sait très bien, et les Wazalendo sont aux aguets maintenant qui savent que Kabila est sur le terrain. Les Wazalendo sont, je ne peux pas vous dire comment ils sont excités, soit d'attraper vivant Kabila, soit de les tuer ici. Hier, j'ai suivi ici Jules Boulumba, le porte-parole de Wazalendo, un Congolais de bonne qualité, un garçon courageux qui s'exprime d'ailleurs en bon français, vraiment, qui a dit très bien, c'était chez HK Today, tout ça, une très excellente émission. Il a dit très très bien que nous sommes, nous n'avons pas perdu tout Goma. Il nous arrive de faire des actions coup de poing à Goma et à Bukavu. Donc là maintenant, les Wazalendo sont très remontés, c'est-à-dire ils sont à vif, ils sont excités d'attraper Kabila vivant. Et croyez-moi que si Kabila, parce que ça c'est une erreur monumentale qu'il a commise là, une erreur qu'il va regretter cela. Déjà sur le plan politique, ça va lui coûter très cher le fait de rejoindre Goma en passant par Kigali. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit ici, la question de sa nationalité est revenue en force encore au devant de la scène par son acte, par l'acte qu'il a posé. Des fois, il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Regardez seulement le fait que la personne pose. Le fait parle contre Kabila ici. Parce que on se rappelle également ici d'un Ngoïmou Moukena qui a dit, Kabila est venu, il a dit qu'on puisse, comment dirais-je, qu'on puisse créer une identité katangaise. Et Ngoïmou Moukena, qui est décédé jadis déjà, il a dit qu'il a réussi cette mission-là de donner ici la nationalité katangaise à Kabila. C'est lui, il a revendiqué, les images sont là. Quand bien même qu'aujourd'hui, on tente ici de dire que c'est de la manipulation. Non, nous avons tous suivi cela. Donc le président ne doit pas laisser le temps passer. Les 2 exemples ou les 3 exemples que je viens d'énumérer ici, il faut qu'il se conforme à cela. Le cas de l'Angola, le cas du Nigeria et le cas du Mali. Il doit bombarder sans arrêt parce que Kabila maintenant, le fait qu'il est en train de faire ici, nous savons qu'il ne dort pas à Goma, donc il va dormir du côté du Rwanda, il prend des risques en venant comme ça, en traversant. Un jour, il risque d'être ici bombardé par un drone qu'il ne verra pas.
Donc il n'est pas suffisamment en sécurité. S'il croit qu'il est en sécurité, il se trompe ici. Il se trompe à chaque fois que lui, il se met à découvert ici, même les images que nous avons vues aujourd'hui où son cortège traversait à vive allure ici Goma, ben, il n'est pas en sécurité. Hein? On peut bombarder également ces cortèges-là avec des drones. Hein? On peut bombarder le cortège, mais on n'est pas sûr qu'il sera directement touché, mais au moins le cortège sera détruit ici. Et si on a préparé une force maintenant pour venir en soutien, une fois qu'on va bombarder ces cortèges-là, l'armée maintenant va faire son travail ici, venir ici, si possible, était blessé, l'accueillir ici, parce que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mes amis. Croyez-moi, ce n'est pas impossible. Kabila s'est mis dans une situation très difficile. Voilà pourquoi il vient maintenant. Il ne faut pas que les gens tombent dans ces pièges-là, de croire à ce qu'il dit, je suis venu pour la paix, tout ça. Non. Il a tenté la guerre ici, il a échoué. Il a vu qu'ils ont échoué. Parce qu'ils ne sont pas arrivés ici à avancer vers Kisangani, vers Lubumbashi pour atteindre Kinshasa. Ils ont échoué. Maintenant, ils tentent maintenant ici de distraire les Congolais parce qu'ils n'ont jamais abandonné l'option militaire ici. L'option de renverser Tshisekedi, d'ailleurs, nous le savons aujourd'hui parce que Eric Kouba a parlé, nous le savons, ils ont même envisagé d'éliminer le président Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui a déjà, en secret ici, envisagé de vous éliminer, alors maintenant, il faut, soyez maintenant le premier à l'éliminer. Si vous le laissez en liberté, monsieur le président, avec la désorganisation qui règne à Kinshasa du côté de nos institutions, ben, moi je sais qu'ils sont très organisés. Hein. Ils sont déterminés, bien organisés dans leur folie là. Mais chez nous là, quand on voit ce qui se passe avec l'affaire Moutamba, avec l'affaire Nicolas Kazadi, et on voit que les hommes politiques sont distraits ici dans ce qui s'apparente ici, je dirais, à de la manipulation, tout ça. Je dis, on risque de se faire surprendre. Mais en même temps, je suis très content parce que les arrestations, mes chers amis, se poursuivent. Les arrestations des officiers, beaucoup d'officiers sont arrêtés, qui travaillaient, qui étaient proches de Kabila et qui travaillaient pour Kabila. Donc le service des renseignements ici vont debout, font un travail excellent ici pour démanteler tous les circuits que Kabila a mis en place dans notre pays. Ça, nous applaudissons et nous sommes très contents pour cela parce que vous savez très bien, pour mettre en place ici un réseau, ça prend beaucoup de temps, mais une fois démantelé, ça devient très difficile pour reconstituer aussitôt les réseaux. Parce que du fait que nous sommes le gouvernement est en train de démanteler les réseaux mis en place par Kabila et le Rwandais, tout ça, au Congo, dans notre pays, c'est une très bonne chose. Ils n'auront plus les relais qu'ils ont toujours eu, qu'ils ont toujours bénéficié au sein des institutions, au sein de l'armée et au sein de la population parce qu'ils sont fragilisés maintenant. Donc, il faudrait également que le gouvernement saisisse cette opportunité pour bombarder Goma. Je n'arrête pas de le dire. Il faut bombarder la ville de Goma jusqu'à ce que Kabila soit décapité ou arrêté vivant. Il faut le faire parce qu'il ne peut pas ici défier toute une nation. Hein? Il ne peut pas nous regarder dans les yeux et dire que voilà, je vais à Goma et rien ne va se passer, personne ne me fera quoi que ce soit. Comme il a dit dernièrement qu'il a signé ici un serment de mourir sous le drapeau, ben, il faut l'aider. Il faut l'aider, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai dit au président de la République, hein, de bien réfléchir sur les 3 cas que je viens d'énumérer ici, le cas de l'Angola, le cas du Nigeria et le cas du Mali. Il y en a beaucoup, certainement beaucoup de cas, mais moi je prends seulement
ces 3 exemples parce que nous sommes également limités par le temps ici. J'ai déjà fait 54 minutes. Kelly Panou, bonsoir. Donc, mes amis, vous voyez le désordre qui règne maintenant de notre côté à Kinshasa. Vous ajoutez à la détermination des Kabila et de l'organisation qu'ils ont déjà avec plusieurs années d'expérience qu'ils ont. Donc, on risque d'être surpris ici. Nous ne devons pas mettre toutes nos stratégies dans un panier, c'est-à-dire espérer seulement les deals que nous allons signer avec les Américains. Ça serait également une erreur. Certes, nous attendons, nous espérons signer ces deals avec les Américains qui mettra ici fin à la guerre et qui nous permettra de bénéficier ici de la paix et des investissements américains. Mais de notre côté, nous devons toujours avoir plusieurs options ici, c'est-à-dire un plan A, un plan B, un plan C, au cas où, parce que n'oubliez pas, aussi longtemps que nous n'avons pas encore signé ces deals, rien n'est encore garanti ici. Rien n'est encore garanti, d'autant plus qu'également, tous ceux qui ne veulent pas que ces deals soient signés œuvrent ici sans arrêt à torpiller cela. Ils œuvrent à torpiller cela, c'est-à-dire ils essayent de frapper partout, partout où c'est possible, pour tenter le dernier baroud d'honneur, comme on dit ici, tenter une dernière carte ici, si ça sera possible, d'empêcher cela. Donc ils ne dorment pas. J'ai toujours cette phrase de l'ancien, le guide libyen ici, le colonel Kadhafi, alors qu'il était sous embargo, tout ça, sous sanctions américaines et internationales, européennes, tout ça, mais le colonel Kadhafi n'a jamais arrêté d'envoyer ses émissaires à Washington pour aller plaider sa cause. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on lui claquait la porte. Au début, on claquait la porte, on ne voulait pas entendre parler de lui, mais il n'a pas baissé la main ici. Il continuait, dans chaque administration, il continuait, il envoyait des gens, tout ça. Et une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tendu l'oreille, c'était plus claquer la porte, mais il a tendu l'oreille, et après, qu'est-ce qu'on a vu? Le colonel Kadhafi, c'est-à-dire la Libye, c'était le retour de la Libye sur la scène internationale. Donc, ces gens-là savent tout ça. Tant que nous n'avons pas encore officialisé les deals avec les Américains, tout peut arriver ici. D'autant plus qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils continuent ici à œuvrer ici sous main pour saper cela, pour faire en sorte que les deals ne soient pas signés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent tout leur soutien, leur relais, au Congo, pour montrer ici à l'administration Trump ici qu'il ne faut pas compter à ces gens-là. Voilà comment ils sont. Ce sont des voleurs, ils détournent l'argent. Voilà comment j'expliquerai, parce que moi, ce n'est que comme ça que j'explique la sortie de Nicolas Kazadi. Parce que je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre la signification de sa sortie, à part le fait que de montrer à la face du monde ici que, voilà, le Congo là, ce sont des corrompus, ce n'est pas un pays sérieux avec qui il faut travailler. Parce que imaginez-vous un ancien échiquier de la République ici, un ancien ministre des Finances, l'homme qui gérait les finances de l'État, qui vous dit ouvertement dans une émission de télévision ici, il vous dit que lorsque l'argent venait entrer, tout ça, on se partageait d'abord et on réfléchissait par la suite. Mais il a tout dit. Ça veut dire qu'il a dit, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Voilà dans ce sens-là que je vois que Nicolas Kazadi fait partie, si pas des gens qui travailleraient sous main ici pour discréditer ici la RDC, parce que autrement je ne sais pas. Bon, ça tombe bien, il a été ici, le procureur Vombo maintenant a demandé au Parlement que ses immunités soient levées pour qu'il puisse ici répondre à tout cela, ça semble très bien. Parce que ça faisait déjà tâche ici, les gens commençaient à dire comment quelqu'un qui a fait de telles déclarations soit toujours en liberté, il ne soit pas inquiété ici. C'est comme si c'était une république ici, c'était 2 poids et 2 mesures ici. Merlin Ulrich, bonsoir. C'était 2 poids et 2 mesures.
Mais maintenant que Nicolas Kazadi, ses immunités seront levées ici au Parlement et il sera maintenant convoqué par la justice pour répondre maintenant, expliquer à la justice qui sont des gens qui prenaient l'argent, hein, qui distribuaient l'argent et qui réfléchissaient par la suite. Donc vous comprenez que des gens qui travaillent ici pour les Rwandais sont tellement nombreux, il y en a même ceux qui vous ne pouvez même pas imaginer, mais ce sont là qui travaillent pour le Rwandais là. C'est terrible, donc c'est vraiment terrible. Mais Mutamba également, j'avais fait une analyse ici, une émission, j'ai dit que j'avais plaidé à charge et à décharge. J'étais au milieu, c'est-à-dire j'ai dit, je ne vais pas défendre Mutamba ici. Si il est avéré qu'il a détourné de l'argent, il doit démissionner et répondre de ses faits. Mais s'il est avéré que, puisqu'il avait ici demandé les immunités en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux du sieur Kabila ici, et que les kabylistes se vengent, parce que nous savons très bien que les Kabila ont beaucoup de gens dans la magistrature, hein, beaucoup de gens qui doivent tout à Kabila, leur carrière, sont restés fidèles à lui, hein, et travailleraient également pour faire tomber Mutamba. C'était également possible, hein, donc c'était à prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il a lui-même présenté des excuses. Cela veut dire qu'il reconnaît qu'il a fait des erreurs ici. Alors pour moi, ça veut tout dire, il doit se retirer. Une fois qu'il a reconnu, parce que vous ne pouvez pas présenter des excuses si vous ne vous reprochez de rien. Une fois qu'il a présenté des excuses, c'est-à-dire il reconnaît ici qu'il a fauté, pour moi, Mutamba ne doit plus rester ministre de la Justice ici. Il doit démissionner pour préparer sa défense. Vous ajoutez également l'audio qui vient de sortir, que je viens de suivre. Je remercie mon frère Molière qui m'a envoyé cet élément. Je ne sais pas si c'est une manipulation, mais s'il s'avérait que ce n'est pas de la manipulation et que c'était vrai, Mutamba est encore doublement compromis. Mais en même temps, je n'ai pas entendu dans cet élément-là Mutamba dire il parlait de l'argent. Mais c'est quelqu'un qui voulait la paix. Mais il était quand même dans une situation de fragilité ici. Dans une situation de quelqu'un ici qui a peur qu'on puisse engager ici une procédure de justice contre lui. Hein, c'est le sens de cet audio-là. Mais pour moi, je dis que, puisque nous voulons que ces genres de choses dans notre pays cessent, Mutamba, en tout cas, du moment qu'il a présenté lui-même des excuses, il a reconnu qu'il n'a pas tout fait correctement, il doit démissionner. Parce que Mutamba, c'est un juriste, il est ministre de la Justice et garde des Sceaux. D'abord, l'argent là, ce n'était pas prévu pour construire ici la prison de Kisangani. C'était l'argent qui était ici prévu à l'indemnisation de victimes, de citoyens et des citoyens, c'est-à-dire de nos frères et sœurs qui étaient victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Mais maintenant, quand est-ce que cet argent prévu pour l'indemnisation de victimes de Kisangani va maintenant servir à la construction de la prison ici? Et ce n'est pas Mutamba, en tant que ministre de la Justice, de construire également des prisons. Ça, ce n'est pas son travail également. Donc, et Mutamba étant juriste, étant ministre de la Justice, je crois qu'il devait s'entourer des juristes avant d'aborder ces dossiers-là. Il devait se rassurer ici, auprès de ces juristes-là, de regarder, de lire correctement la loi, qu'est dit la loi, pour qu'il ne tombe pas dans le piège, parce qu'il avait déjà beaucoup d'ennemis ici à partir du moment où il avait lancé ici des poursuites contre Joseph Kabila. Et à partir du moment où il avait déjà traité ici la première ministre ici, entre guillemets, il avait parlé de l'odeur de la corruption qui rôdait dans la salle, il s'est créé d'ennemis. En ce moment-là, il devait avoir le cul propre. Comme on dit toujours, si vous voulez monter plus loin, rassurez-vous d'avoir le cul propre. Mais malheureusement, hélas, Mutamba n'a pas le cul propre.
C'est sa faute. Il a cassé. Et vraiment, il a fauté. Je ne sais pas moi. Donc, il doit payer. Parce qu'en tant que ministre, il devait avoir des juristes ici, des avocats, hein, qui, avant de poser tout acte qui nécessiterait ici d'engager des millions de dollars, tout ça, pour qu'il soit au moment opportun à l'abri de toute accusation. Ici, il devait se rassurer que dit la loi sur le marché des gré à gré. Qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? S'il n'avait pas fait cela, c'est sa faute, il doit démissionner. Hein? Comme on dit, nul. Il peut se prévaloir de sa propre turpitude ici. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce n'est pas le fait qu'il a présenté des excuses ici qu'il est exempté ici de poursuites judiciaires. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, le fait qu'il a reconnu, il a présenté ses excuses, il reconnaît lui-même ici qu'il a fauté. Et à ce titre, il doit démissionner pour préparer son procès, pour préparer sa défense. Donc, dans ce cas-là, Vital Kamerhe avait raison. Vital Kamerhe avait totalement raison lorsqu'il a dit qu'il doit démissionner. Il doit démissionner. Parce que je réfléchis également, je me suis dit, mais non, ces gens-là, ils sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas s'hasarder ici, alors qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour demander la levée ici des immunités des Moutamba au Parlement pour qu'ils soient traduits devant la justice. Certainement, ils ont beaucoup d'éléments qu'ils n'ont pas encore mis ici à la place publique. Ils gardent ça, ils réservent ça au procureur. Le moment opportun qu'ils vont présenter cela. Ils ont suffisamment d'éléments. Ils ont suffisamment. Donc, je pense que Moutamba, c'est cuit pour lui, c'est sa faute. Il n'a qu'à... Il va reprocher... Le fait maintenant qu'il base sa défense en se disant que je soutiens le chef de l'État, ça ne suffit pas. Il veut politiser cette affaire. Non, il ne faut pas politiser une affaire où, déjà, on a vu que le compte en question, le compte qu'on a ouvert dans cette banque-là, hein, venait d'être... C'était fait dans 2 jours. Et la société en question, hein, n'avait qu'une seule personne qui ici était inscrite au machin de l'impôt, là, à la direction générale de l'impôt, la DGI. Hein, vous voyez? Donc, c'est de l'escroquerie tout ça. C'est comme ça qu'on fait ici. Hein, quand on veut monter pour détourner l'argent, on met en place des structures comme ça. Et très rapidement, l'argent passe. Hein, et pourquoi il était pressé? Parce qu'il a dit que j'étais pressé, j'avais obtenu ici de l'autorisation. Non, mais pourquoi? Pourquoi être pressé? Il n'y avait pas à être pressé. Au contraire, il fallait faire des choses correctement pour être à l'abri des soupçons et des accusations. C'est sa faute, il doit démissionner. Hein? On ne doit pas ici, parce qu'il est jeune, c'est encore un autre problème. Voilà, quelqu'un qui est jeune ici, on a pensé que de jeunes, ils vont peut-être faire différemment que le vieux, mais le jeune est venu, hein, il tombait ici comme ce vieux-là. Donc, je me dis que le Congo n'a pas de chance. Hein. Le Congo n'a pas de chance. Moutamba, il s'est tiré une balle dans le pied ici, c'est sa faute. En tout cas, heureusement, j'étais resté dans mon analyse. J'ai fait une analyse ici à charge et à décharge. Donc, je suis resté prudent en disant que s'il est coupable, il doit répondre. Mais par contre, s'il n'est pas coupable ici, il doit se défendre. Et j'avais déroulé mes arguments. Voilà, mes amis, très chers compatriotes, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ici, il faut résoudre très rapidement ces dossiers de Goma. Il ne faut pas laisser Kabila s'installer, hein, s'organiser à Goma. Ça sera très difficile maintenant pour le déloger. Et j'ai comme l'impression également que le gouvernement a mis tout les œufs dans le même panier. Nous attendons seulement le 15 ou le 16 du côté de Washington, mais rien n'est décidé. On voit également comment est-ce que Trump change également de position. Hein? Il suffit de regarder seulement le dossier sur
comment dirais-je, comment on appelle ça ici, euh, les dossiers sur, comment on appelle ça ici, j'ai oublié là, qu'il traite avec la Chine, avec tout comment on appelle ça, des taxes, pas des taxes, j'ai oublié le vrai mot là. Vous voyez comment est-ce qu'il change? Il change tous les jours, hein. Avant, c'était soit 30% pour un pays. Après, il revient, hein, il revoit à la baisse, tout ça. Il dit ce n'est plus 15-30%, c'est autant de pourcentage. La Chine, d'abord, c'était à 120%, si c'est 130%. Maintenant, il revoit. Donc, lui aussi, hein, il navigue un peu à vue. Il navigue un peu à vue. Hein, il navigue un peu à vue. Il n'a pas des positions tranchées, tout ça. Et il change au gré de vague, tout ça. Et ça, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Ne pas se focaliser ici à 2000% sur leur corps de paix. Nous attendons tout cela. Mais mettre tous les œufs dans le même panier, c'est quand même une erreur qui peut nous s'avérer ici fatale si jamais Trump arrivait ici. On n'arrivait pas ici à concrétiser cet accord-là. Parce que aussi longtemps que nous n'avons pas encore signé, tout peut arriver. Tout peut arriver ici. Voilà. Oui. Donc, c'était le dossier des taxes ici. Quand vous voyez Trump changer d'ici, changer toutefois, chaque fois, il révoque donc lui également. Il ne pas. Il ne sait pas non plus ce qu'il fait, quoi. Il ne sait pas aussi ce qu'il fait. Voilà. Mes amis, merci. Merci beaucoup. Pour des amis de YouTube, je vous demande de continuer de vous abonner. Nos abonnements montent et nos vidéos, je vois que c'est quand même très suivi, c'est bien. Ça suit, c'est très très bien. C'est le signe que les gens apprécient ce que nous faisons. Nous faisons donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pays. Personnellement, le jour où notre pays va être libéré, j'arrêterai avec toutes ces analyses-là parce que nous voulons voir notre pays libre. Nous voulons, nous qui sommes ici dans la diaspora, aller investir, travailler dans notre pays, sans jamais être inquiétés par des Rwandais avec leurs méthodes qu'ils ont installées là-bas, du poison et consorts. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous continuerons de défendre le président Félix Tshisekedi, parce qu'il faut être stupide pour ne pas voir que Kagame et ses soutiens et des Kanambe et consorts ici, ils sont dans une situation très difficile. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a un interlocuteur maintenant qui parle pour les intérêts congolais. Jadis, pendant plus de 30 ans, le Congo n'avait personne qui parlait en son nom ici. On n'avait personne qui parlait. Il y avait quelqu'un à la tête du pays, mais cette personne-là ne défendait pas les intérêts du Congo, il défendait les intérêts du Rwanda. Mais aujourd'hui, nous avons un Félix Tshisekedi qui, certes, n'est pas parfait sur le plan comment dirais-je, la gestion économique et sociale du pays, on peut lui reprocher pas mal de choses. Hein, ça, c'était notre débat. Mais sur le plan sécuritaire, pour mettre fin à l'agression rwandaise, je pense que Tshisekedi s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Grâce à lui, aujourd'hui, Kagame et toute l'Afrique, les jeunes Africains qui prenaient Kagame en référence ici, savent que la soi-disant, comment dirais-je, le soi-disant développement du Rwanda, hein, est le fruit ici de millions de morts congolais, de pillage du Congo. Et ces narratifs, c'est Tshisekedi qui est venu, hein, qui a installé cela. Aujourd'hui, Kagame, hein, ses anciens soutiens l'ont ici sanctionné. Et les sanctions, là, ça pose un certain nombre de problèmes au Rwanda, ici. Le Rwanda, c'est un pays qui vit ici avec l'aide de plus de 60%, tout ça. Une fois qu'on coupe l'aide, vous constatez directement que ça pose problème. Ils continuent encore de bénéficier ici des richesses, c'est-à-dire des minéraux de Rubaya, hein, des minéraux de toute la partie est où il est. Mais aussitôt qu'il sera dégagé ici, si nous signons cet accord-là, vous comprenez très bien que la main sera dite pour Paul Kagame et son économie. Merci mes chers compatriotes.
C'est le début du week-end, nous sommes vendredi. Je vous souhaite tous un bon week-end et restons focus, restons éveillés et ne soyons pas distraits parce que les ennemis de la RDC sont très bien organisés, je vous rappelle ici. Les ennemis du pays sont très bien organisés. Kabila et ces gens sont très très bien organisés. Hein, ils ont reçu de coups, mais ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Alors nous devons continuer à leur donner des coups, nous devons continuer à leur fragiliser, nous devons continuer, si possible maintenant, il faut bombarder Goma et capturer vivant Rwanda et Kabila. Un jour, vous risquez ici de se réveiller et d'entendre à la radio que l'ancien président Joseph Kabila, congolais, a été arrêté par l'armée. Hein, parce que si vous considérez, dernier exemple, et puis je vous laisse ici, la guerre civile au Soudan, hein, qui oppose ici le général Ahmad Daglo, plus connu sous le nom de Hemeti, des FSR là, c'est-à-dire les forces de soutien rapide avec le général de l'armée régulière ici, le général Fatah al-Burhan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil. C'est exactement pareil. Lorsque la guerre commence ici, les FCR, les forces spéciales, les forces de soutien rapide, ont pris la capitale. Se sont emparés de la capitale ici, Khartoum. Et les forces régulières, c'est-à-dire l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, étaient en débandade. Mais ils se sont organisés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'armée a repris la capitale et le palais présidentiel qui était entre les mains ici des rebelles. La rébellion bat maintenant retraite ici. Hein, tu vois, les rebelles, maintenant, ils sont en débandade ici. Donc ça a toujours été comme ça. L'armée régulière, c'est-à-dire, il arrive que l'armée régulière traverse des moments un peu difficiles, mais au final, c'est toujours l'armée qui prend le dessus ici. C'est le cas aujourd'hui des Soudans. Le rebelle du FSR, c'est-à-dire les forces de soutien rapide, sont en débandade. Alors qu'au début, c'est eux qui avaient le vent en poupe. C'est eux qui contrôlaient la capitale. Alors, monsieur le président, vous n'allez pas inventer le fil à couper le beurre. Vous n'allez pas inventer la solution à ces problèmes. Il n'y a qu'une solution ici, faire la guerre à Kabila. Parce que c'est comme ça que lui, hein, il nous pousse à lui faire la guerre ici. Il faut faire la guerre et il faut donner suffisamment également de moyens au Wazalendo. Et pour terminer, je voudrais vous dire également que ça serait bien ici, s'il osait ici un jour arriver à Kinshasa, il faut distribuer les armes ici à toute la population. Il faut donner les armes à toute la population pour que la population défende la ville. Faire comme le MPLA avait fait à l'époque. Hein? C'était de jeunes gens qui ont chassé ici l'unité dans la capitale. Hein? Parce que le MPLA avait donné les armes aux jeunes. Tout le monde a distribué des armes ici. C'est ce qu'il faut faire. Si on distribue les armes aux Congolais là-bas, même à Bukavu et à Goma, on donne des armes aux jeunes gens là-bas, mais je vous dis, pour apprendre à manier des armes, c'est vite fait, hein. C'est vite fait. C'est vite fait. Ils vont maintenant ici, et avec le soutien des Wazalendo et de l'armée, les Wazalendo, qui sont les Wazalendo? Les Wazalendo sont des civils, n'est-ce pas? Qui voyaient qu'on massacrait leurs mères, violait leurs mères, leurs sœurs, ont tué leurs parents, leurs frères, tout ça. Et ils se sont révoltés. Pendant des années, ils subissaient. Mais aujourd'hui, ce sont des braves gens, et que tous les Congolais sont fiers de Wazalendo, parce que c'est eux maintenant qui font peur ici à Kabila et aux Rwandais. Parce que les Wazalendo connaissent le terrain, et ils ont également des soutiens mystiques ici. Ils ont des fétiches également, hein, nos traditions, hein, et ils arrivent ici à donner vraiment de la raclée à l'ennemi. Hein, l'ennemi ne dort pas tranquillement. Et pour se venger, l'ennemi va tuer des civils ici. Il tue des civils, il continue à massacrer des civils. Mais avant cela, les Wazalendo font un excellent travail ici.
Valentin Monang a dit quoi? Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila n'ont jamais exercé un autre métier que celui des chefs et criminels de guerre. Bah oui, c'est comme ça qu'ils sont. Kabila, Joseph, c'est un criminel de guerre. Kabila, c'est un criminel. C'est fait là qui vient de montrer, c'est un criminel, il faut dire les choses. C'est un criminel. Kabila endosse ici hein, la responsabilité des morts de Kishiché, de Makobola, de Bunagana, de Goma, tout. C'est lui le responsable maintenant. C'est lui le responsable. Bonsoir Jean Simakou. Alors, mes amis, merci beaucoup. Je vous laisse. Il est déjà 21h. Waouh. Je vous laisse, mes amis. Donc, bon week-end à vous. On se revoit très rapidement. Très rapidement. Je demande qu'on bombarde la ville de Goma. Qu'on fasse comme on a fait en Angola, avec la ville de Wambo. Hein? Le gouvernement angolais de Santos avait bombardé la ville de Wambo, où sa ville s'est repliée, après avoir fui la capitale Luanda, il s'est replié à Wambo, et le gouvernement l'a poursuivi là-bas. Et il a perdu Wambo. Il faut faire comme on a fait à Biafra. Il faut faire comme on a fait au Mali. Il faut faire également comme l'armée soudanaise vient de faire dernièrement ici. Voilà. Sinon, nous serons la risée du monde. Hein? Sinon, nous serons considérés comme la risée du monde. Le monde va se moquer de nous. Ils vont se dire, les Congolais là-bas, ils savent qu'une seule chose. Ils savent que danser, Fali, tout ça, ce sont des femmes. Voilà. Ils ne savent que danser. Voilà. Voilà ce qui leur arrive. Ils sont incapables de se battre comme des hommes. Et d'ailleurs, moi, si un jour on arrivait au pouvoir, je mettrais fin à toutes ces musiques-là. J'enrôlerai par la force le jeune gens. Hein, il faudrait que tous les jeunes Congolais apprennent le maniement des armes ici. C'est-à-dire, à partir d'un certain âge, vous devez faire le service militaire. Je vous envoie faire l'armée. Il faut qu'on arrête avec des hommes, femmes, tout ça comme ça, des jeunes gens qui dansent sans arrêt. Hein? Il faut arrêter cela. Donc, il faut mettre ici à profit la jeunesse congolaise, c'est-à-dire profiter de la jeunesse. Il faudra qu'ils apprennent le métier des armes. Ce n'est que comme ça qu'on va se défendre. Il faut apprendre le métier des armes. Il faut apprendre les armes. Nous autres, c'est déjà terminé. On n'a plus l'âge. Hein? Mais il faudrait maintenant arrêter avec des histoires là, des faits et Kofi ou des histoires débiles comme ça. Hein? De jeunes gens capables ici de défendre le pays passent leur temps à applaudir des Ferré et des Fali, des Kofi, des histoires... Mais ma foi. Hein? Et après, pour finir, vous risquez de devenir ici des esclaves des Rwandais. Voilà. C'est ça la vérité, il faut se dire de vérité. Vous allez devenir des esclaves des Rwandais parce que le Rwandais, ici, les Tutsis, hein, apprennent les armes. Hein, leurs enfants ne font qu'une seule chose. Ils apprennent les armes, ils se préparent, ils savent qu'ils sont un petit pays et ils veulent ici s'affirmer dans la région. Alors, ils se comportent en conséquence des choses. Hein. Si vous voulez vous continuer à danser, à rester efféminé, comme des Fali, des histoires débiles comme ça, passez votre temps dans des TikTok à parler des histoires vraiment débiles, hein, mélange de genres, tout ça. Moi, je dis, ben, arrêtez tout ça. Il faudrait envoyer tous les jeunes Congolais à prendre les armes ici. Formation militaire, faire comme ici en Suisse. Chaque année, on vous envoie dans l'armée à prendre les armes ici. Voilà. Quand le pays est en danger, hein, on saura le défendre. On saura le défendre. C'est comme ça. Ma foi, allez, mes amis, portez-vous bien. On se revoit dans quelques jours. Merci et bon week-end. Merci, au revoir.